Changement d'univers avec Pepito Matteo. Je porte la parole des éditions Oui-Dire, qui sont spécialisées dans le conte, la mise en voix d'histoires. Et je vous présente Pepito. Conteur-acteur, auteur passionné de narration orale et formateur à l'art de conter, Pepito Matteo trace un chemin singulier dans la forêt de l'imaginaire contemporain. Il cherche par l'écriture orale à questionner les frontières du jeu et de la forme, travaille sur le langage et la matière du rêve, ainsi que sur les contraintes d'écriture. Autant de scénarios que Pepito, éternel agité du verbe et des mots, a décidé de rassembler dans Saturne nos histoires aléatoires. Il est question du temps qui passe, du temps de vivre, du temps d'aimer, du temps qu'il nous reste. À vous, Pepito. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Je suis à la fois un peu troublé parce que normalement je bouge et là je vais être contraint de ne pas bouger. D'autre part, j'ai un petit damier et quelquefois je tirerai des choses au sort. Et puis il y a une troisième chose qui m'a troublé, c'est quand j'ai entendu Isabelle Carré tout à l'heure, parce que son histoire, son magnifique texte, résonne quelque peu avec le thème que j'ai abordé. C'est vraiment curieux. Mais vous allez vous en rendre compte. Comme disait ma grand-mère, il n'y a pas qu'un âne sur la foire qui s'appelle Martin. Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Saturne, le dieu du temps qui passe, du temps de vivre, du temps d'aimer, du temps qui nous reste, du temps des histoires. L'histoire se passe en 1984, c'est-à-dire exactement 3 ans après la mort de Georges Brassens. Elle se passe gare Saint-Lazare. Un train arrive en provenance de Normandie, une ville de Normandie en A. Bon, Aigle. Il arrive à 17h10, voie 11. Monsieur Martin ? Monsieur Martin ? Oui, je m'appelle Monsieur Martin. Eh bien, Monsieur Martin, je vous attends, la voiture est prête, suivez-moi. Martin, comment vous le décrire ? Il a un ciré jaune, un bob en plastique, des bottes, il est pêcheur. Lui, tous les ans, il vient à Paris à l'anniversaire de sa vieille tante. Mais qu'elle le fasse attendre par une voiture avec chauffeur, ça l'étonne. Pourtant, il suit cet homme qui l'entraîne dans les couloirs jusqu'au parking Minute. Une voiture blanche est là, impeccable. Le chauffeur ouvre la porte. « Installez-vous, monsieur Martin, ne tardons pas. » Martin hésite. Il finit par s'asseoir dans la voiture, la portière claque et la voiture démarre. Exactement 3 minutes 31 plus tard, arrive dans le hall de la gare un homme assez bien mis, un manteau un peu austère, un dossier sous le bras, et il a l'air un peu inquiet. Il regarde autour de lui et même un peu paumé dans la salle des pas perdus. Il faut dire que normalement, quelqu'un devrait l'attendre avec une pancarte au nom de Martin. Alors ces problèmes de timing, ça l'énerve. Lui, il n'a pas l'habitude de ça. D'habitude, tout est carré dans sa vie. Une voiture arrive, elle l'emmène à sa conférence sur le réchauffement de la planète financière. Après la conférence, il signe quelques livres, la voiture le ramène à la gare, le soir, il est chez lui. On lui a parlé d'une voiture blanche. Alors, il sort de la gare. Ah, il y a une manifestation d'infirmières. Il se dit, c'est peut-être sur le trottoir d'en face. Donc, il traverse tant bien que mal. Ça décoiffe de traverser une manifestation d'infirmières en colère. Et il parvient à bout de souffle de l'autre côté. Martin, le pêcheur, lui, dans la voiture, il est bien installé. Hein. Ça roule, ça roule, ça roule. Ah ben, ça fait 10 minutes qu'ils sont partis, ils sont déjà sur le périphérique. Alors, ce qui l'étonne quand même, Martin, c'est que normalement, sa vieille tante habite tout près de la gare.
Elle aura dû déménager. En tout cas, le chauffeur, c'est pas quelqu'un de la famille, hein, pas le sens de l'humour. Alors, au bout d'un moment, Martin, il essaye de briser la glace. C'est quoi, monsieur, les bâtiments gris qu'on aperçoit là-bas au loin? Ah, c'est la Défense, monsieur. C'est là où vous devez faire votre conférence. Oui, non, ça le fait rire, parce que des fois, sa vieille tante, elle mélange les mots. Elle va dire, par exemple, débat de contentieux. Alors, elle peut très bien dire conférence à la place d'anniversaire. En tout cas, il est content de la voir, il l'adore. Il a même un cadeau pour elle, un livre d'occasion numéroté assez rare. Martin a traversé la rue. Il n'y a pas plus de voiture blanche que d'humanité dans le cerveau d'une multinationale. Ah, ça l'agace. Puis en plus, il commence à pleuvoir, son dossier va être trempé. Ah, cette nouvelle secrétaire va l'entendre. Madame est partie en RTT. Elle le laisse se débrouiller tout seul. Il n'a même pas un téléphone portable pour appeler. Hein? Oui, non, je sais, il n'y a pas de téléphone portable dans les années 80. Mais il n'y a pas de RTT non plus. Hein. Et à ce moment-là, passe une femme assez élégante. Elle promène un chien en laisse. Vous savez, ces longues laisses rétractables. Je ne sais pas de quand ça date. Ça doit être un des premiers modèles. Ça ne marche pas très bien parce qu'à un moment donné, la laisse se dévide, le chien court dans tous les sens, la laisse se prend dans les jambes de Martin qui tombe à la renverse dans une flaque d'eau. Je ne vous dis pas l'état du manteau. Voilà, monsieur, on est arrivé. La voiture vient de stationner devant une tour ultramoderne. Elle habite un drôle d'endroit, sa tante. Et il y a une sorte de majordome qui arrive. Bonjour, monsieur Martin, on ne se connaît pas, mais je peux vous dire que vous êtes attendu. Hein. Tous les décideurs sont là. Hein. Ils ont lu tous vos livres. Est-ce que ma tata est là? Ah, monsieur, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais dépêchons-nous, ils sont chauffés à blanc. Les voilà qui montent un escalier mécanique, un ascenseur, et ils finissent par se retrouver dans une sorte d'amphithéâtre. Oh là là, il y a un monde fou. Que des hommes. Ils ont tous des costumes gris un peu luisants, des cheveux brillants. On dirait un banc de poissons. Lui, il n'aurait pas du tout envie de les ferrer. De toute façon, il n'a pas son matériel. Qu'est-ce que je fais, monsieur? Parler dans le micro. Tata, t'es là? Je suis vraiment désolé, monsieur. C'est mon chien. Il est un peu foufou. Il est encore jeune. Rodolphe, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Regarde l'état du manteau de monsieur. Écoutez, j'habite à 2 pas. Vous n'allez pas trouver de pressing à cette heure-ci. Je vous propose de venir chez moi. Je vous arrangerai votre manteau. Vous repartirez aussitôt. Martin, il est mal. Il a le nez dans ses chaussures. Il suit cette femme qu'il ne connaît pas. Il pénètre dans un immeuble qu'il n'a jamais vu. Il finit par arriver dans un appartement inconnu de lui. La femme lui enlève son manteau, elle le nettoie, elle le met à sécher au-dessus d'un radiateur, et puis, en attendant qu'il sèche, elle propose à Martin de s'asseoir dans un sofa. Et elle lui propose même un verre à boire. Elle lui propose de trinquer avec elle, comme s'il avait que ça à faire. Lui, il pense à sa conférence. Puis il sue à grosses gouttes. Puis ça le démange, une sorte d'eczéma quand il est énervé comme ça. Et puis il y a le chien Rodolphe qui vient lui renifler les pieds. Il a horreur de ça. Tata, t'es là? Ils sont vraiment curieux. On dirait des brochets excités. Ils sautent dans tous les sens. Il y en a qui ont des dents pointues, d'autres qui ont des yeux tout ronds et des lunettes d'écaille. Il y en a même un qui a un piercing, on dirait un hameçon. Attendez, laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait. Ils sont vraiment agressifs. Qu'est-ce que vous avez fait de ma tata? Ah, je sais, maintenant, vous l'avez bradée à la criée du CAC 40. Ah non, mais j'ai compris, vous êtes des requins de la finance, c'est ça. Vous êtes des macros du dividende, c'est ça. Hein? Vous êtes en train de dessécher la terre, vous faites crever le monde. Bouffez-vous entre vous si vous voulez. Vous sentez le poisson pourri. Il n'a jamais dit des choses pareilles. D'un seul coup, une vague d'émotion le transporte dans le couloir. Il se met à nager en direction d'une porte de secours avec un hublot. Il sent les dents pointues qui commencent à lui pousser aussi. Encore 2 brassées. Au secours! Ce petit ponche lui a fait le plus grand bien. Cette femme, elle est vraiment exceptionnelle. Elle a un sens de l'accueil. C'est pas croyable. Puis, je sais pas... elle a de la conversation. Enfin, c'est vraiment chaleureux entre eux.
Et comment elle pourrait s'appeler dans les années 80? J'en lance combien, là? 2, allez hop. 4. A, B, C, D. D. Daniel, elle s'appelle Daniel. Daniel, elle est vraiment très accueillante. Puis en plus, elle a une manière de décorer la maison. Elle est urgentiste à l'hôpital. C'est son métier. Elle est chef urgentiste. Puis alors maintenant, elle a mis des petits éclairages indirects. C'est vraiment... l'appartement est formidable. D'ailleurs, le manteau est presque sec. Il va pouvoir y aller. Et alors, juste à ce moment-là, il se passe une chose assez étonnante. Voilà Danielle qui traverse la pièce. Elle va jusqu'à un magnétophone. Et elle met un disque, j'en lance combien là? 2, allez hop, oh là, 7, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, un disque de Si, de Sylvie Vartan. Et elle l'invite à danser. Lui, il n'a pas dansé sur Sylvie Vartan depuis longtemps, il n'a pas dansé depuis bien longtemps d'ailleurs, il est assez troublé, il tremble des mains, et il est troublé par son parfum, et il y a même le chien Rodolphe qui lui fait de l'œil avec sa queue. Et au bout d'un moment, il perd complètement la notion du temps. Martin, lui, a réussi à s'extraire du paquebot de la Défense. Il a descendu une échelle de fer et un escalier de secours. Il se retrouve dans une petite courette. Il aperçoit une voiture. C'est une voiture de service, il y a les clés dessus. Alors, il saute dans la voiture. Et puis, il se met à rouler, il fait des queues de poisson à tout le monde, il veut sortir de la ville. Lui, il veut retrouver la campagne, les ruisseaux, la nature, les fleurs, les arbres. Alors, il fonce droit devant lui, maintenant il est en race campagne, et il fait de plus en plus nuit, de plus en plus nuit, de plus en plus nuit, et il tombe en panne d'essence. Il sort de la voiture, oh là là, c'est nuit noire, il n'y a pas un brin de lune. Il est complètement paumé, autour de lui, il y a des forêts. Ah, il y a une allée avec au loin un manoir qui se découpe dans le ciel nuit, ou bien l'inverse. Alors il commence à se diriger vers le manoir. Il n'est pas très rassuré, il y a des bruits autour de lui. Tout est noir. À un moment donné, il a l'impression d'être suivi. Il se retourne et il aperçoit 2 yeux noirs avec un museau. La fixité des chevreuils. Il a une telle trouille qu'il se met à cavaler jusqu'au manoir. Il tambourine à la porte. Il appelle. Il n'y a pas de lumière. Personne ne répond. Il essaye d'ouvrir. Ah, c'est pas fermé. À l'intérieur, c'est humide. Il fait froid. Ça sent le moisi. Oh, il y a des chauves-souris blanches. Il y a même une toile d'araignée rose. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oui, il y a bien quelqu'un, mais il risque pas de lui répondre. C'est un squelette qui est suspendu à une corde au bout d'une poutre. Ou l'inverse. Passé la surprise, il aperçoit un escalier en colimaçon qui monte dans une tour. Un escalier en pierre. Alors il commence à le grimper en comptant les marches. À la 553e marche, il arrive épuisé jusqu'à un palier. Et là, il se retrouve face à une porte en ferraille rouillée. Et devant la porte, il y a un chien qui est exactement de la même couleur que la porte. Un gros molosse qui grogne. Mais lui, Martin, il se dégonfle pas, il fouille dans sa poche. De ciré, il sort un poisson pour la pêche, un poisson élastique. Il le jette dans la gueule du chien et le chien s'écrase comme une carpette. Et la porte s'ouvre. Il se retrouve dans une chambre ronde avec un lit rond qui tourne en rond, comme un carrousel. Dans le lit, il y a une princesse qui dort à poings fermés. Elle a les sourcils noirs, la bouche noire, les ongles noirs. C'est la belle aux doigts normands. Elle dort profondément. Dans une main, elle a un verre avec un liquide fluo. Et lui, il sait que pour la réveiller, il faut boire le liquide. Seulement, il n'arrive jamais à l'attraper. À un moment, il aperçoit en dessous une pédale. Il appuie sur la pédale et le verre s'arrête juste devant lui. Alors, il le boit d'un coup sec, cul sec, et la princesse se réveille et elle pousse un cri. Il faut dire qu'il est devenu transparent. À travers sa peau, on voit ses artères, ses veines, ses os. On dirait un plan de métro.
Il veut faire un pas en arrière et il tombe à la renverse. C'est le matin. Martin et Daniel prennent leur petit déjeuner. C'est vraiment une belle matinée. Ils sont bien ensemble. Elle a un beau sourire. Lui, il a l'impression de la connaître depuis toujours. Il a même l'impression qu'ils feront leur vie ensemble. Ouais, il voit ça très bien. Ils auront une maison en Normandie, du côté de... Et puis il ira à la pêche avec le chien Rodolphe. Il est là, perdu dans sa rêverie, quand tout à coup elle lui demande « Est-ce que tu m'accompagnes à mon travail ?» Ah ben bien sûr, oui, bien sûr. Les voilà partis dehors, il pleut. Ils vont jusqu'à l'hôpital, et quand ils arrivent, ils sont trempés. Elle le débarrasse de son manteau, elle le met à sécher sur un porte-manteau, et puis, en attendant, elle l'invite à visiter son service, son bureau. Ils reboivent un café ensemble. Puis elle lui dit « Bon, j'ai du boulot. À plus tard. » Monsieur Martin ? Monsieur Martin ? Ouvrez les yeux, monsieur Martin. Martin, il a du mal à décoller les paupières. Au-dessus de sa tête, il aperçoit 2 yeux noirs, avec un museau et une blouse blanche. Non, c'est une infirmière. Elle lui tapote les joues. Monsieur Martin, on a réussi à vous extraire le mercure, tout s'est bien passé. Ça va vous gratter pendant 2-3 jours, une sorte d'eczéma. On va vous donner un calmant. Restez tranquille, monsieur Martin, je compte sur vous. Et elle sort de la chambre. Lui, il n'a pas envie de moisir là, il s'assoit sur le lit, il a le tournis. Et là, sur une chaise, il aperçoit une chemise, un pantalon et des chaussures. Alors il les enfile à la va-vite, et puis il sort dans le couloir, et il se cogne à bâbord et à tribord. Il arrive jusqu'à la sortie, mais dehors, il pleut des trompes d'eau. Il était quand même pas en chemise. Ah, ça y est, il se souvient maintenant. Alors il va voir la dame des admissions, il dit « Madame, s'il vous plaît, auriez-vous vu un ciré jaune avec des papiers au nom de Martin ?» Elle dit « Non, monsieur Martin, mais nous avons trouvé un manteau marron avec un billet de train au nom de Martin. C'est bien à vous, monsieur Martin. D'ailleurs, le manteau est sec, mais j'ai vu que dans la poche, il y avait un livre bien abîmé. Un livre numéroté, ça va pas être facile à retrouver, ça. C'est bien à vous, monsieur Martin. » Monsieur Martin. Monsieur Martin. Celui qui m'a raconté cette histoire, il n'a pas pu la finir. Il a eu peur de rater son train, il est parti comme une flèche. Et moi, du coup, j'ai raté le mien, mais j'ai gagné une histoire. Par contre, lui, il a dû avoir son train, mais il a oublié sa valise. Comme quoi, comme dit le proverbe qui se termine en 2, si t'es cafardeux, ne te rends pas adreux. 4-21. Oh, incroyable. Dire qu'un type comme Einstein, il aurait déclaré que Dieu ne croyait pas au hasard et qu'il jouait jamais au dé. Einstein, vous vous rendez compte? Remarquez, avec Einstein, il faut relativiser. Il aurait même déclaré un jour qu'il y avait 2 choses qui étaient infinies, l'univers et la bêtise humaine. Il a même rajouté qu'en ce qui concerne l'univers, on n'avait pas de certitude. Etc., etc. Merci beaucoup. Ça fait partie d'un ensemble et tout s'entremêle, et notamment avec des dés aussi. Merci beaucoup.